Le 29 juin 2022, Salah Abdeslam a été condamné par la Cour d'assises spéciale de Paris pour sa participation aux attentats terroristes du 13 novembre 2015. Il n'a pas fait appel. Sa peine, la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, est définitive. Ce podcast n'a donc pas vocation à refaire le procès. Il s'agit de le raconter avec un point de vue inédit, celui de l'avocate de Salah Abdeslam. Il y a eu effectivement un matin où je me suis réveillée et où l'angoisse est montée d'un coup. C'était très spécial parce que en fait, je me suis sentie extrêmement seule face à quelque chose d'immense qui arrivait et qui me dépassait de beaucoup. Et je me suis demandé comment j'allais gérer ça. Et j'étais vraiment extrêmement inquiète parce qu'en fait, je me suis dit que tout le monde allait réaliser que j'avais pas du tout les épaules pour gérer un tel dossier et que j'allais arriver pas prête du tout, dans des conditions déplorables. Voilà, ça allait être catastrophique. Nous sommes à quelques semaines de l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre. Salah Abdeslam, le seul membre des commandos islamistes encore en vie, a choisi pour le défendre une jeune avocate de 28 ans. Ce jour-là, j'ai essayé de joindre ma mère. L'ennui, c'est qu'elle n'a pas répondu immédiatement. Et alors ça m'a plongée dans un désespoir absolu et il a fallu trouver une solution. Donc je me suis mise devant un film qui fait que je m'arrête de penser. Un film qui est culte pour moi, un peu débile. J'ai regardé La Cité de la Peur et ça fait que l'angoisse s'en est allée. Ma mère m'a rappelé, ça allait un peu mieux et à partir de ce moment-là, je peux vous dire que ma mère a répondu à la première sonnerie pendant les mois qui ont suivi. Ce matin de juillet 2021, il reste à Olivia Ronen moins de 2 mois pour se préparer à ce procès d'une durée, d'une ampleur totalement inédite. C'est un procès pour l'histoire qu'elle s'apprête à affronter. Je m'appelle Noémie Schulz, vous écoutez Le Terroriste, un podcast produit par Europe 1 Studio. Épisode 3, le vertige. Ici, nous allons repartir en arrière dans notre histoire. La première chose qu'Olivia Ronen fait quand elle est officiellement désignée, c'est d'aller récupérer le dossier d'instruction. À l'intérieur, il y a toute l'enquête faite par les juges antiterroristes pour tenter de comprendre comment ont été organisés les attentats, sur ordre de qui, et quel a été le rôle de chacun le soir du 13 novembre. Ce dossier, Olivia Ronen le qualifie elle-même de monstrueux. Il y a 500 tomes en tout, des milliers d'auditions, de témoignages, de retranscriptions d'écoutes téléphoniques qu'elle doit lire, trier, analyser. C'est vrai qu'il faut se familiariser avec ce dossier. Et un dossier aussi important, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce qu'on ne sait pas exactement par quel bout le prendre, parce que on a, presque 50 000 cotes. Moi j'ai été éduquée, on va dire, de telle manière que je ne supporte pas de laisser un document de côté ou de pas tout scruter dans les détails parce que c'est évidemment dans les détails qu'on trouve des choses intéressantes pour la défense. Donc c'est hyper difficile à concilier. Olivia Ronen décide de commencer par l'ordonnance de mise en accusation. C'est une sorte de synthèse des 5 années d'enquête. Ça fait 300 pages quand même. Salah Abdeslam y est présenté comme un des co-auteurs des attentats. Il n'a pas tiré, il n'est pas présent au Bataclan ou sur les terrasses, mais il fait partie du commando islamiste. Pour les magistrats, il a donc la même responsabilité dans les attaques que les autres, il encourt la réclusion à perpétuité. Le jour où Olivia Ronen est officiellement désignée par Salah Abdeslam, elle l'est aux côtés de 2 autres avocats. Sven Marie, très connu en Belgique, où il a été le conseil d'un complice de Marc Dutroux. Quant au Lillois Franck Berton, il a plus de 35 ans de barreau, pas une semaine sans qu'il traverse la France pour un procès d'assises. Il a notamment défendu des accusés d'outreau. Dans son cabinet, il a toute une équipe pour l'aider à préparer ses dossiers. Pour le moment, chacun travaille de son côté. Mais Olivia Ronen sait qu'ils seront 3, côte à côte sur le banc de la défense. Et c'est plutôt rassurant pour une jeune avocate qui n'a pas de collaborateur, pas de stagiaire, pas d'assistant. Seulement voilà, Franck Berton et Sven Marie finissent l'un et l'autre par quitter cette défense. Désormais, il n'y a plus qu'Olivia Ronen pour représenter Salah Abdeslam. Le moment où je comprends que j'irai seule sur ce dossier, c'est assez vertigineux.
C'est assez vertigineux parce que là, je me rends bien compte, j'ai eu le temps de me rendre compte que ça allait demander un travail infini, que voilà, j'étais déjà dedans, mais là, je me dis que c'est sur mes épaules, et seulement sur mes épaules que ça va reposer. Alors, l'idée de lâcher me traverse pas, parce que je suis engagée, donc moi j'ai pas l'habitude de partir en courant. Lorsque quelque chose de difficile s'annonce, l'idée de lâcher me vient pas. Mais ça m'angoisse beaucoup de me dire que je vais devoir y aller, que je vais devoir tenir. Les questionnements que je pouvais avoir au début, que j'avais essayé de mettre de côté, forcément reviennent. Savoir si j'ai l'expérience, si je vais réussir à le défendre comme il faut. Voilà, je me pose énormément de questions à ce moment-là. Et ces questions, j'arrive à les résoudre et à y répondre comme il faut, notamment grâce à l'aide de mon confrère Martin Vett, qui est un de mes meilleurs amis à l'époque, qui est aussi un confrère, qui est aussi avocat, qui est pénaliste également, avec lequel je discute de ce dossier-là depuis longtemps et avec lequel je partage mes doutes. Et lorsque je lui fais part de mes questionnements, il me dit quelque chose qui me paraît très sensé, qui est que, d'accord, j'ai pas 1000 procès d'assises derrière moi, mais en même temps, un procès comme celui-là, aucun avocat ne l'a connu. Aucun avocat n'a eu l'expérience de 10 mois d'assises, avec plus de 2000 parties civiles. Personne ne connaît ça. Donc ténor du barreau ou pas ténor du barreau, en fait, peut-être que j'y arriverai tout aussi bien. Olivia Ronen continue donc d'avancer, CD par CD, pièce par pièce. Elle travaille dans son coin, sans que personne ou presque ne le sache. Et plus la date du procès se rapproche, plus c'est vertigineux. Un jour, autour d'un café, l'avocate en parle à une consoeur plus expérimentée, qui lui dit 2 choses. La première, c'est bien sûr que tu en es capable. Et la seconde, mais il ne faut pas y aller seule. Cette fois, c'est à elle de décider qui va l'accompagner dans ce qui sera sans doute la plus grande aventure professionnelle de sa vie. Je peux choisir quelqu'un de beaucoup plus capé pour me dire, bon, au moins il y aura quelqu'un dont je sais, qui connaît bien les procédures. Je peux choisir quelqu'un plus capé et en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je me dis que c'est une expérience qu'il va falloir que j'apprenne à gérer aussi sans avoir un paratonnerre. L'évidence arrive vite, c'est Martin Vett dont j'ai parlé tout à l'heure, que je décide d'associer parce que je sais qu'avec lui, ma pensée avance. Je sais qu'avec lui, on peut prendre de la hauteur sur voilà, différents sujets. On peut discuter. Et surtout, j'ai confiance. Et peut-être plus que l'expérience dans des dossiers terroristes ou l'expérience aux assises. Je pense que le critère de la confiance était le plus important. L'été arrive. Le compte à rebours est lancé. Le procès commence dans 2 mois. Je pars dans le sud de la France, dans la maison familiale, ce qui fait que j'arrive à travailler, j'arrive à changer d'air. J'ai de la chance de pouvoir travailler ainsi. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que j'ai pas travaillé seule. Non pas parce que j'avais stagiaires et collaborateurs autour de moi, mais parce que ma famille s'est sentie très impliquée dans cette préparation de défense. Et donc, entre les uns qui lisaient les bouquins qui pouvaient potentiellement m'aider sur ce procès, et puis aussi pour savoir un peu l'univers dans lequel j'étais, entre les autres, et je pense notamment à une de mes sœurs, Sophie, qui est beaucoup intervenue pour essayer de lister les interrogatoires des uns et des autres, pour les regrouper, qu'ensuite je puisse les lire facilement. Chacun s'est senti très impliqué dans cette préparation du procès et c'était assez surprenant parce que moi je pensais être seule dans ma chambre et en fait j'avais tout un tas de personnes qui ne faisaient pas du tout de droit, qui n'étaient pas du tout avocates, qui étaient avec moi et qui m'aidaient à avancer.
Une journée type, c'était un lever pas trop tard, ce qui était un peu contrariant parce que moi je suis quelqu'un qui aime plutôt bien dormir, mais là il fallait quand même s'astreindre à une certaine discipline, donc se lever pas trop tard, être sur les 2 écrans qu'on avait organisés, qu'on avait mis en place spécialement pour l'occasion, parce que c'est une maison de vacances, il n'y a pas d'écran d'ordinateur, il n'y a pas ces choses-là. Là, je me suis constitué un petit bureau sur lequel je passais de longues heures en matinée, de longues heures aussi l'après-midi. Et je m'autorisais 1 heure ou 2 pour respirer, pour nager, pour sentir le soleil que j'allais pas sentir après pendant de longs mois, parce que je sentais qu'il était important de travailler ce dossier pour arriver prête, mais qu'il était aussi important d'arriver avec les batteries rechargées. À ce moment-là, je suis moi aussi en pleine préparation du procès. Je fais des schémas pour essayer de m'y retrouver parmi les 20 accusés. Je recueille les témoignages des victimes qui racontent l'horreur vécue ce soir-là. Et j'appelle certains avocats. Par une matinée ensoleillée de cette fin juillet, j'ai rendez-vous avec Olivia Ronen dans son cabinet, situé au cœur du Marais. Elle a enfin accepté de nous recevoir, 2 consoeurs de la radio et moi. Très aimablement, elle nous accueille pendant 3 quarts d'heure. Elle nous propose un café, je sors mon carnet de notes, j'écoute, à l'affût d'une petite phrase. Je guette une confidence au sujet de son client qui pourra nourrir les sujets que je prépare. Mais ce jour-là, quand je ressors du cabinet, la page de mon carnet de notes est toujours aussi blanche. Pas plus à nous qu'à tous les autres journalistes qui l'ont contactée, Olivia Ronen ne fait de révélations. Tout ce qu'elle peut nous dire, c'est qu'elle ne dira rien avant l'ouverture du procès. C'est à ce moment-là que son nom sort dans la presse. C'est officiel. Olivia Ronen est désormais aux yeux de tous l'avocate de Salah Abdeslam. C'est sûr que vient se greffer très vite ma peur. La mère d'Olivia, Michèle Ronen. Pour elle, parce que je pense que l'opinion publique était très très remontée et je me demandais comment elle va pouvoir vivre ça et s'en sortir. Et je me suis dit que j'allais perdre toute ma famille, tous mes amis et tout à cause de ça, mais en fait pas du tout. Et puis on s'habitue. J'avoue que je me mets dans une bulle. Moi, j'écoute plus la télé, je regarde rien, je pense, bon, je suis là, si elle veut m'appeler, elle m'appelle, on discute de ce qu'elle pense, de ce qu'elle dit, mais pas de ce qui se dit. J'ai du mal à entendre ce qui se dit. Et les réseaux sociaux, encore moins. Je reçois un mail désagréable. Le jour où mon nom sort. Antisémite et tout ce qu'on veut. Donc c'est une chose à laquelle je m'attendais, donc voilà, j'attendais que les autres arrivent aussi. Et en fait, les autres sont pas arrivés. Et s'il y a une chose, alors c'est une fois que mon nom a été connu, mais par la suite, lorsque le procès a eu lieu, s'il y a une chose qui m'a énormément surprise, mais m'a énormément rassurée aussi, c'est que je n'ai pas reçu d'insultes, de menaces et de choses qui m'étaient dirigées directement. Le 7 septembre 2021 au soir, je suis en famille. J'ai arrêté de travailler. Parce que voilà, c'est la veille et qu'il faut mettre ça un peu de côté pour respirer. Je vois que mon visage apparaît beaucoup dans les médias. J'essaie de pas trop y prêter attention. Et le stress monte. Le stress monte beaucoup parce que ça va prendre corps. Mais en même temps, j'avais hâte que ça commence. Après, je pense que je n'imagine pas ce que ça peut être. Que j'ai le concept en tête, des procès extrêmement longs, mais que on vit pas un procès pareil. On n'a jamais vécu un procès pareil. Le procès le plus long dans l'histoire judiciaire, c'était le procès Papon qui a duré 6 mois. Et c'est très abstrait en fait. Vous venez d'écouter Le Terroriste, un podcast Europe 1 produit par Europe 1 Studio. Réalisation, Christophe Davio avec Clément Ibrahim. Production, Fanny Rascle avec Camille Bichler. Diffusion et rédaction, Lisa Soster. Musique originale, Sandy Lavalard, The Supervision. Je vous donne rendez-vous dès maintenant pour écouter la suite. L'épisode 4,
V13. Je me demande un peu ce qui se passe. Je vous cache pas que je suis un peu dépitée quand ça sort comme ça. Je suis un peu dépitée, je me demande en fait dans quoi je me suis mise. Je me suis dit mince, ça va être ça, mince. Le terroriste est disponible sur toutes les plateformes, ainsi que sur le site et l'application Europe 1. Et si vous avez aimé ce podcast, je vous laisse le dire sur les réseaux sociaux pour donner envie à d'autres de le découvrir aussi. À très bientôt.